On n'a pas tout à fait réussi à rattraper le retard qu'on a pris au début du deuxième module, mais je vois qu'on va prendre quand même le temps pour discuter. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a sûrement des questions dans la salle. Bonjour et merci pour toutes vos interventions. Je voudrais revenir sur l'intervention du docteur Anne Salmon. Comment ça se passe pour mettre en place le dispositif Cluedo? J'ai compris que c'était le neurologue qui vous contactait. Oui, alors normalement, quand le circuit fonctionne bien, c'est le neurologue libéral ou le neurologue ou le gériatre de la consultation mémoire ou en fait, n'importe quel spécialiste de la mémoire du département de la cellule Cluedo concernée. Ce qui peut se passer parfois, c'est que des patients n'ont pas de médecin généraliste, ont débuté un suivi avec un neurologue ou un gériatre et le suivi s'est arrêté pour diverses raisons. Et dans ce cas-là, parfois, ça peut être des ESA, le DAC, qui, par maintenant très bonne connaissance de notre dispositif, va contacter Sylvie Legendre, qui est là, l'infirmière de coordination, et on va rattraper parfois des situations comme ça. Parfois, on rattrape même des patients qui arrivent aux urgences du CHU de Rennes, qui ont à l'évidence des troubles cognitifs sévères et qui sont jeunes. Et en fait, ils vont rentrer dans notre circuit comme cela. Donc, on est souple, surtout quand il y a une urgence psychosociale pour rencontrer les patients. Mais le circuit classique, c'est un médecin référent qui nous l'adresse ensuite. Voilà. Moi, j'avais une question. Vous disiez tout à l'heure que... Je suis là. Là, devant vous. Juste dehors. Ah, très bien. Bonjour. Donc, moi, je suis référente de parcours complexe au DAC, justement. Et j'avais une question par rapport aux visites à domicile. Vous intervenez sur tout le territoire ou pas? Parce que j'avais l'impression que vous ne veniez pas sur Redon. Là, c'est pour moi? Oui. Si. Si, vous faites des visites jusqu'à Redon. Ah oui. Là, l'infirmière de coordination ça lui prend la demi-journée, parfois plus. Elle va dans tout le département. On va même parfois hors département, dans des coins un petit peu plus où il y a moins de professionnels. En Mayenne, c'est déjà arrivé. Ouais, elle va partout, sauf s'il y a le refus du patient. Voilà, mais non, elle va partout. Et du coup, hors département, vous faites aussi nos départements limitrophes. On fait parfois. Il y a Parfois, des patients en fait sont suivis par des neurologues libéraux et habitent en territoire de Mayenne, voilà les départements limitrophes. Et évidemment, on va les voir en consultation Cluedo et on peut se déplacer à ce moment-là. Ouais. D'accord. Okay. C'est plus rare. Voilà, mais. Bonjour. Moi, j'accompagne mon époux pour lequel on a diagnostiqué une maladie à Cordes-Lévy depuis peu de temps. Et j'avais en fait plusieurs questions. Je vois que ça commence toujours, cette maladie, par une dépression. Dans quelle mesure, alors effectivement, ils sont soignés pour dépression au départ, dans quelle mesure il est utile de poursuivre un traitement antidépresseur à partir du moment où la maladie a été diagnostiquée? D'autre part, j'ai bien vu l'intervention de l'orthophoniste. Est-ce que toutes les orthophonistes sont formés à la prise en charge de patients à Cordes-Lévy ayant cette maladie-là? Et comment peut-on avoir accès à l'éducation thérapeutique? Je vois que vous êtes sur Rennes. Nous, on habite dans le Morbihan. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette éducation thérapeutique qui me semble très intéressante dans la prise en charge de cette maladie? Merci pour vos réponses. Alors, merci pour toutes ces questions. La maladie ne commence pas toujours par une dépression. Effectivement, c'est rapporté dans une majorité de cas, mais ça n'est pas toujours le cas. Ça peut être purement moteur, d'ailleurs, enfin purement moteur avec quelques troubles cognitifs, mais c'est pas toujours le cas. Concernant les traitements, c'est pas parce qu'on dit maladie à Cordes-Lévy qu'il n'y a pas aussi une dépression. L'un n'exclut pas l'autre. La dépression peut faire partie intégrante de la maladie à Cordes-Lévy, comme de l'anxiété. Et ensuite, le traitement, il faut évaluer son efficacité. C'est pas le diagnostic de maladie à Cordes-Lévy qui va exclure la dépression et qui, du coup, va exclure le traitement antidépresseur. Donc, ça dépend beaucoup de, à la fois, la tolérance et l'efficacité du traitement qui pourra être rediscuté effectivement.
Concernant l'orthophonie, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, ou t'avais dit... Je t'ai coupé la parole, Anne. Alors, concernant l'orthophonie, c'est vrai que oui, là, on est formé aux troubles neurocognitifs de façon générale. Donc, oui, tout à fait. Puis, on avait l'idée avec l'association de créer un annuaire. Je pense que ça pourra peut-être être utile pour aussi répertorier peut-être les orthophonistes qui sont plus formés à cela, comme ça peut exister pour d'autres associations, DFT, etc. Donc, ça serait un projet, en effet, pour faciliter l'accès aux soins aux patients. Et juste pour répondre sur... pardon. Pour l'éducation thérapeutique. Sur l'éducation thérapeutique, c'est juste une réponse spécifique pour la Bretagne, où un programme d'éducation thérapeutique et d'aide aux aidants, donc 2 programmes parallèles, vont voir le jour, j'espère, en 2026. C'est un programme qui est porté par l'association Neuro-Bretagne, dont j'ai parlé tout à l'heure, et financé par l'Agence régionale de santé. Ça devrait être accepté, je m'avance un peu, mais je le sens bien. Et en fait, le but, c'est que ce programme soit déployé en Ille-et-Vilaine, et que comme on connaît tous nos partenaires des autres départements bretons, en fait, notre programme, on le donne, on le partage à nos autres collègues pour qu'il existe dans tous les départements bretons. C'est un premier élément de réponse, puisqu'il y a aussi... Oui, alors de façon plus générale, au-delà de la Bretagne, de regarder auprès des consultations de mémoire, des hôpitaux, s'ils proposent ces éducations thérapeutiques pour les personnes malades ou pour les aidants. Autre chose, on a mis en place les actions éducatives au sein de l'association, ce dont je vous parlais, qui sont vraiment un copier-coller de l'ETP. Ça porte juste pas le même nom, parce que l'ETP, ça doit être validé par... il y a tout un dossier à monter auprès de l'ARS. Donc, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet ces actions éducatives à destination des personnes malades, en sachant qu'en plus, on a des projets aussi de faire un similaire pour les personnes malades, en plus de la formation à destination des aidants au sein de l'association. Certes, ces actions éducatives se font en format distanciel, ce qui peut être un inconvénient pour certains. Pour moi, c'est vraiment plutôt un avantage, un net avantage de pouvoir toucher toute la francophonie, en fait, d'éviter les déplacements, à la fois pour les personnes malades que pour leurs aidants aussi, et de pouvoir accéder aussi à ces contenus-là. Bonjour, moi je m'adresse à tous et pour vos connaissances et votre expérience, je voudrais savoir s'il est possible qu'un malade à Cordes-Lévy, alité depuis plusieurs années, n'ait aucun symptôme de la maladie, sauf une dépression. C'est ce que m'ont confirmé les infirmières. En fait, c'est toujours difficile de répondre en session plénière à un cas particulier parce qu'en une phrase, on ne peut pas avoir toutes les informations pour vous répondre de façon précise et personnalisée. Donc, je pense que c'est mieux de s'adresser individuellement à un des médecins en dehors de la session plénière. Je fais une question très courte, comme on me le demande. On n'a pas du tout évoqué la prise en charge des troubles moteurs, notamment psychomotricité fine, motricité fine, difficulté d'écriture. Qu'est-ce que vous conseillez ? Oui, pour le coup, on ne l'a pas du tout abordé, c'était un choix, parce que ça avait été déjà abordé sur un précédent colloque. Il y avait une psychomotricienne qui était venue présenter les différentes propositions en psychomotricité. Rapprochez un peu votre micro de la bouche. Je disais que sur un précédent colloque, du coup, il y a eu une psychomotricienne à venir présenter justement son travail et ce qui pouvait être proposé justement en spécificité de la psychomotricité. Donc après, voilà, je pense que c'était la professionnelle la plus à même de faire cette réponse. Après, nous, sur tout ce qui est graphisme et en tout cas écriture, on travaille généralement avec les orthophonistes. Et puis, on voit la difficulté généralement qui est identifiée. Est-ce que c'est la micrographie ? Est-ce que c'est de l'écriture ? Est-ce qu'on est sur une problématique de motricité fine, etc. Et après, on peut travailler plutôt sur du global, sur des temps. Mais c'est vrai, quand nous, en équipe spécialisée Alzheimer sur les ESA,
Les ergothérapeutes ne réalisent pas les séances, c'est les assistantes de soins en gérontologie qui les réalisent. Donc on est un petit peu plus limité dans les propositions d'accompagnement. Après, sur l'équipe type Neurodom, il y a un petit peu plus de propositions puisque les ergothérapeutes peuvent faire des séances, mais on n'est pas psychomotricienne non plus. Donc, alors juste pour le graphisme, en effet, ça fait partie notamment de nos champs d'action également. Et en fait, on utilise les principes de la LSVT que j'ai pu présenter pour la parole et la voix. C'est la même chose, c'est l'amplitude du mouvement. Donc en fait, c'est une méthode qui est utilisée pour tous les syndromes parkinsoniens, dont la MCL, mais tout à fait, c'est des méthodes selon la plainte du patient. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup. Alors même si maintenant, beaucoup de patients, finalement, on pallie assez rapidement avec l'utilisation du numérique, il y a quand même des fois des plaintes au premier plan, donc il faut la prendre en compte, oui, tout à fait. Et juste pour préciser que l'intervention à laquelle vous faisiez référence est en replay sur le site. Il y a énormément de replays. Tous les colloques précédents sont en replay par thématique, ainsi que toutes les conférences qu'on fait tout au long de l'année. Donc allez sur le site et vous trouverez aussi beaucoup de réponses à des questions qui n'ont pas forcément été abordées aujourd'hui. En attendant une éventuelle dernière question, je vois qu'il y a une question au fond de la salle. Je voulais juste rendre un petit hommage. On a eu une présentation des collègues de l'ESA et de Neurodom. Donc c'est le moment ou jamais de faire un peu de chauvinisme. Et il me semble que les dispositifs qu'on appelle équipes spécialisées Alzheimer, dont on sait tous à quel point ils sont précieux, simplement de pouvoir avoir des informations au domicile des patients, eh bien avant d'être entériné dans le plan national 2008-2012, c'était au départ une initiative bretonne. Donc voilà. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, le dispositif Cluedo, c'est pour les moins de 65 ans. Et donc, je voulais savoir quelle alternative existe pour les plus de 65 ans, puisqu'on est quand même assez seul avec le diagnostic. Comme ça a été évoqué, on doit chercher nous-mêmes les orthophonistes qui ne sont pas toujours adaptés, les kinés, enfin tout le corps médical est à créer pour nous, donc c'est quand même assez difficile. Et je voulais savoir quelle alternative existe pour ces patients qui sont diagnostiqués, comme c'est le cas là pour nous à 72 ans. Voilà, merci. Merci pour votre question. Alors, pour parler du CMRR de Rennes, l'expérience Cluedo s'est avérée révélée tellement positive qu'après avoir bataillé avec la direction de l'hôpital pendant 3 ans, on a pu engager une infirmière de coordination qui fait la même activité professionnelle que l'infirmière de coordination Cluedo. Donc en fait, quand les patients ne répondent pas aux critères de la cellule Cluedo, et surtout parce que l'infirmière Cluedo aussi était débordée, en fait, il y a cette nouvelle infirmière de coordination. Après, là, c'est toujours un peu compliqué quand on parle des CMRR, ces centres mémoire, ressources et recherche, qui sont portés à la fois par des neurologues et à la fois par des gériatres. Et nos activités diffèrent parce qu'on n'a pas eu toujours la même formation. C'est un petit peu compliqué. Dans chaque centre, c'est différent. Il faut savoir aussi que là, l'infirmière de coordination dont je parle, qui est nouvellement engagée, elle va s'occuper des personnes jusqu'à 75 et un peu plus âgées. Mais après, il y a aussi toute l'équipe du CMRR en gériatrie, où il y a une infirmière IPA, des équipes également qui accompagnent les patients, mais qui ont parfois des problématiques médicales plus globales, et donc ils sont reçus en hôpital de jour de gériatrie. Mais il est sûr que le rôle des infirmières de coordination, des infirmières de pratique avancée et des assistantes sociales est fondamental, et c'est sûr qu'il serait bien que ça se développe pour aider tous les patients et leurs proches. Bien, on me fait signe qu'on va interrompre cette session, et donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes un bon appétit. Merci encore aux intervenants.